Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition des Experts au féminin. Nous sommes en vacances de carnaval, donc format très particulier, sans nos chroniqueuses qui sont en vacances et qui nous regardent depuis certaines destinations exotiques pour nous, en tout cas. Mais nous assurons la continuité dans cette émission et nous avons un format spécial pour discuter avec des expertes et des experts d'une thématique qui vous intéresse toutes et tous, c'est la vie chère, l'augmentation des tarifs à la consommation. Autour de cette table, avec moi, Madame Nathalie Chevon, directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, le docteur Sébastien Matoran-Parsat, docteur en économie, qui va pouvoir nous éclairer sur les mécanismes justement de fixation des prix. Et bonsoir. Aussi avec nous, Philippe Cholette, co-gérant des Cafés Cholette. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder quelques indicateurs de prix. On va commencer par les tarifs des carburants qui prennent 10 centimes de plus par rapport au mois dernier. Ils vont apparaître à l'écran. Voilà, le gazole pour ce mois de février, 1,77 € par litre, donc plus 10 centimes par rapport au mois dernier. Et le sans-plomb, pareil, plus 10 centimes également, qui passe à 1,59 € le litre. Alors, je vais commencer par Philippe Cholette. Pour le café, c'est pareil également? Pour le café, c'est même pire que ça. C'est même pire? C'est même pire que ça. On a un cours mondial qui a augmenté de 121%, je crois, grosso modo, sur 12 mois. Très bien. Je crois qu'on a également le cours de l'arabica. On va peut-être revenir tout à l'heure dessus. Vous allez nous expliquer quels sont les mécanismes. Mais on va d'abord prendre au téléphone un invité de Martinique qui est Jean-Claude Florentini, vice-président du cluster GATT Caraïbes, mais également président du syndicat des transitaires de Martinique. Bonsoir, Monsieur Florentini. Bonsoir. Alors, nous disions avec nos invités qui sont en plateau que cette vie chère qui nous impacte de plus en plus dans ce contexte Covid est une réalité. Est-ce qu'en Martinique, vous avez pu constater une augmentation des tarifs également? Le professionnel que vous êtes, je rappelle, président du syndicat des transitaires de Martinique, est-ce que vous avez également observé ce phénomène chez vous? Bien évidemment, donc c'est une problématique commune, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, et qui dure. Donc, en ce qui concerne, en tout cas au niveau de notre secteur d'activité, qui est le fret aérien et le fret maritime, donc tout ce qui concerne la logistique, sachez que le fret a été multiplié au départ d'Asie par 5 pour l'axe Asie-Europe et doublé sur l'axe Asie-Antilles, puisqu'il y a eu une augmentation tarifaire sur les 2 dernières années. Et on n'a pas été épargné. Idem pour l'aérien. Donc c'est effectivement le même phénomène. Alors la question toute simple qu'on a envie de vous poser, est-ce que la pandémie de Covid-19 est responsable de cette augmentation tarifaire ? Directement, dans la mesure où, si on se réfère aux tarifs de 2019, donc nous avions des taux, justement, ce qu'on appelle des taux de fret, que ce soit en maritime ou en aérien, alors principalement en maritime, qui étaient somme toute entre guillemets raisonnables. Après, donc il faut savoir que le niveau du fret maritime rentre dans le calcul des droits et taxes. Ce qui veut dire que, donc, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, la taxe, le fret rentre dans le calcul, dans l'assiette de calcul. Ce qui veut dire que vous avez à la fois le tarif donc de la valeur de la marchandise plus le transport maritime ou aérien qui va rentrer dans le calcul des droits et taxes. Donc obligatoirement ça surenchérit le produit et donc c'est toute une chaîne à la fois de valeur qui peut être complexe, mais en tout cas qui a un impact direct sur le prix à la consommation. Alors
également, donc autre point, puisque on subit également de plein fouet, donc vous l'avez d'ailleurs signalé en préambule, c'est que nous avons aussi une crise en fait énergétique. On a vu au niveau du gaz et on le voit au niveau du carburant. Le gaz a quintuplé en l'espace d'un an. Donc directement au niveau du panier de la ménagère, ça s'est ressenti. Et sans oublier les matières premières, les matières premières comme le bois qui a pris près de 40%, le sucre c'est plus 38%, même que ce soit au niveau des minerais de fer plus de 60%. L'aluminium, c'est près de 40%, donc tout ça rentre dans ce phénomène justement de vie chère, et ce qui montre également en fait l'interdépendance que nous avons vis-à-vis des marchés extérieurs, que ce soit sur nos destinations antillaises. Donc on est directement impacté. Et ce n'est pas un phénomène de courte durée, c'est un phénomène qui va durer, puisque sur 2022, il ne faut pas s'attendre, en tout cas en fait, à une régularisation, une correction du marché. J'imagine que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, en vous entendant dire cela, ne sont pas du tout rassurés. Je me retourne vers le docteur Mathurin-Parsa. Ce que M. Florentini vient de nous dire, eh bien, il nous dit qu'en 2022, ça ne va pas s'arranger. Quelle est votre analyse de la situation ? C'est sûr qu'on se trouve au carrefour de plusieurs problématiques. D'une part, on a notre situation spécifique qui fait que le niveau de la vie est déjà relativement élevé. Donc on a un problème de vie chère qui est même structurel. En plus de ça, on a un contexte économique, une conjoncture qui n'est pas du tout favorable. Et ceci est dû d'une part à la relance économique. Au sortir du déconfinement, toute l'activité économique a repris, que ce soit chez nous, en métropole, en Europe, dans le reste du monde. Ce surplus de demande a fait que les intrants étaient trop rares par rapport à la demande. Donc ça renchérit le coût de production des matières premières, le prix de vente qui s'est répercuté pour les consommateurs. Et dans le même temps, on a les producteurs de pétrole, en l'occurrence les membres de l'OPEP, qui ont, pour rattraper les pertes enregistrées les années précédentes, surtout en 2020, ont ralenti leur production de pétrole, ce qui a renchéri le prix du carburant. Et donc cette conjonction fait qu'effectivement on se trouve dans une situation assez délicate. Et nous en l'occurrence en Guadeloupe et dans les Outre-mer, on n'a pas d'alternative au carburant fossile. On n'a pas de biocarburant en l'occurrence. En France, sur le territoire national, il y a une part de biocarburant qui existe. D'ailleurs la France est le premier producteur de biocarburant en Europe. Mais nous on est astreint à consommer que du fossile qui est d'autant plus cher. Très bien. Monsieur Florentini, est-ce que vous avez pu constater, du coup, avec cette hausse des tarifs sur cette chaîne logistique que vous voyez au quotidien, une baisse du coup des flux conséquente à cette hausse des tarifs ? Alors paradoxalement, non. Paradoxalement, donc le niveau justement en fait d'occupation de charges en fait que ce soit des navires est très élevé. Est très élevé tout simplement parce qu'il y a également des modes de consommation qui évoluent, qui ont évolué. En tout cas, il y a eu des accélérateurs de consommation tels que le e-commerce qui a explosé avec des taux de croissance à plus de 2 chiffres et sur les deux destinations, Martinique, Guadeloupe, voire également sur la Guyane également. Donc c'est un phénomène durable. Alors après, bon, c'est très sectoriel, hein, mais tout ce qui est lié à l'alimentaire, tout ce qui est lié également au matériel informatique, donc est en forte augmentation et avec un gros souci d'approvisionnement pour ce type de marchandises, tout simplement parce que ce sont des marchandises qui arrivent d'Asie et les distributeurs locaux, voire même les grossistes, ont toutes les peines du monde aussi à s'approvisionner. Alors, ils s'approvisionnent bien évidemment, mais il y a à la fois des délais d'acheminement qui se sont allongés et avec des commandes qui se trouvent limitées également.
Oui, effectivement, vous parlez de difficultés d'approvisionnement. J'ai une image en tête où je reviens de Saint-Martin et dans plusieurs supermarchés, on voit des rayons qui sont vides. Donc la difficulté à approvisionner le quotidien de certains territoires insulaires qui ont des difficultés à ce niveau-là, elle est réelle. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer cet état de fait ? C'est un combat au quotidien pour les importateurs. Donc ils sont amenés à justement à vouloir surstocker, mais ce qui n'est pas toujours évident puisque à partir du moment où la marchandise n'est pas disponible, il n'y a pas forcément d'alternative. Donc c'est une vraie gageure et un vrai enjeu pour les sociétés justement en fait d'anticiper sur le stockage, avoir le maximum de stock et puis et avoir aussi et pouvoir le faire en termes de trésorerie aussi. Merci beaucoup, Monsieur Florentini, de votre éclairage. Nous allons continuer en plateau et Monsieur Florentini nous parlait de ce domaine de l'alimentaire qui continue justement à augmenter. On a des flux qui augmentent. Alors, Monsieur Cholette, au niveau du café, parlons-en, puisque là aussi, on est sur un produit de consommation courante, populaire chez nous en Guadeloupe, traditionnel et qui est un véritable indicateur justement de ces prix. Et vous nous disiez tout à l'heure que au niveau du café, c'est pire que pour les carburants. C'est pire que pour le carburant parce que nous avons eu des conjonctures différentes. Oui. C'est-à-dire que si vous voulez, la production mondiale de 2020, juste avant la pandémie, était exceptionnelle. On a eu des stocks comme on n'avait jamais eu. Puis on a eu une sécheresse au Brésil avec le retour de la Niña, avec une sécheresse qu'il n'avait jamais vue depuis 1900. Qui a suivi par une gelée. Et si je vous ai donné un tableau, si vous voyez le tableau, vous voyez des pics. Il y a un pic particulier qui apparaît au moment de la gelée. Et là, c'est les bourses qui commencent à avoir peur. Le grand pic que vous voyez, c'est celui-là. Donc le grand pic au milieu. Le grand pic au milieu, c'est ça, c'est les gelées. Avant, c'est la Niña. Habituellement, la Niña revient par cycle de 8-10 ans. Et la Niña est revenue l'année suivante. Donc resécheresse après les gelées, et là le Brésil qui fait à peu près 52 millions de sacs de café s'est retrouvé à 32 millions de sacs, donc là il y a une perte. Les 10 millions qu'on avait fait l'année précédente sont, on va dire, compensés. Et puis vous avez après toute la spéculation boursière qui est rentrée dans tout ça, le redémarrage difficile d'autres pays. Pour vous donner un chiffre global, le Brésil, il y a à peu près 160 millions de sacs produits dans le monde. Ouais. Le Brésil en produit à peu près 60 millions. Quelqu'un qui n'existait pas il y a 30 ans, c'est le Vietnam, en produit à peu près 30 millions. Mais le Vietnam a été impacté par, comme M. Florentini disait, par des coûts de transport qui ont été multipliés par 7. Par 7. Par 7. Ouais. Les conteneurs entre le Vietnam et l'Europe ont été multipliés par 7. Juste pour que je parle par rapport à l'Europe, parce que l'Europe consomme à peu près 60% de la production mondiale de café. Les 400 millions d'Européens consomment 60% de la consommation et de la production mondiale de café. Donc si vous voulez, ça fausse à un moment tous les jeux de transport qui ont explosé. Et puis la bourse et les gens ont placé. Et quand M. Florentini dit qu'il n'y a pas d'incidence sur les stocks de transport, c'est que si vous prenez le cas d'une entreprise comme la mienne, quand on voyait que ça montait, avec la trésorerie qu'on avait, on a acheté des cafés, on a acheté pour tenir toute l'année 2021. Puis arrive 2022, les stocks, on n'en a plus, on n'a plus de couverture. Et là, parce que là, vous devez racheter au prix fort. Et là, on doit racheter au prix fort. Parce que si vous voulez, dans notre métier, on a l'habitude d'acheter sur une période de 2 ans, ce qui fait que s'il y a des petites fluctuations, on lisse. Et c'est là où il faut que nous expliquions à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices cette idée, ce concept de spéculation sur les produits de consommation, les produits alimentaires comme ça. Docteur Mathurin-Parsat, concrètement, comment ça se passe? Puisque le consommateur final, lui, il va au supermarché ou va voir sa marchande, il achète son produit. Mais il n'imagine pas tout ce cycle dont M. Cholette, sur 2 ans en général, que M. Cholette nous explique. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'il y a toute cette spéculation derrière nos produits de consommation courante.
En fait, il y a de la spéculation un peu partout. La façon dont ça se passe, c'est que les gens misent sur une variation des cours. Là, on était dans une période où on avait un ralentissement, un arrêt économique. Et donc, pour anticiper la reprise, les gens ont pu, et M. Cholet en parlera beaucoup mieux que moi, mais les gens ont pu miser sur un sursaut, parce qu'on parlait de rebond économique, et donc miser sur un sursaut de plusieurs actions en achetant, ce qui a fait monter le cours de l'action, et au moment où le monde de l'entreprise est prêt à repartir, il se retrouve à une situation où les coûts des intrants sont extrêmement chers. Alors justement, M. Cholet, comment une entreprise familiale comme les cafés Cholette, à l'échelle de la Guadeloupe, fait pour pouvoir survivre face à ce phénomène mondial qui nous impacte durement? Alors, si vous me permettez, je vais associer les 3 autres torréfacteurs de Guadeloupe, parce qu'on est tous dans le même cas, on est tous des petites entreprises familiales. Ça devient compliqué. Alors, on a couvert, grosso modo, l'année 2021. On avait tous à peu près du stock jusque-là. Puis maintenant, il faut qu'on rachète pour alimenter tous les mois. Et on achète ce qu'on achetait grosso modo à 1,20$ au cours mondial du café en janvier 2020. On est aujourd'hui, 2021, on est aujourd'hui à 2,60$ la livre de café. Donc, cette explosion de prix fait que on a tous abandonné quand on a vu que ça partait et qu'on savait, on sait historiquement, puisqu'on est tous dedans depuis plus de 40 ans, qu'on sait que ça monte, ça dure 6 mois et puis ça redescend. Puis là, mais là ça continue de monter. Et là ça continue de monter. Donc à un moment, vous arrivez bien à un point où il faut faire une augmentation de tarif. Dans un produit comme le café torréfié en grain ou en moulu, dans un sachet, même si l'aluminium a doublé de valeur, c'est quelques centimes un sachet. Ouais. Par contre, le café qui est dedans, c'est 250 grammes de café et vous n'allez pas tricher. Alors oui, on a pensé, dans mon cas, j'ai pensé faire un peu comme certains produits, dire je diminue l'emballage. J'ai vu que les laits infantiles sont passés de 900 grammes à 800 grammes. Mais le prix demeure. Mais le prix est exactement le même. Alors je me suis dit, on va faire un paquet de 200 grammes, ça se verra moins. Ou alors, puisqu'on est un produit de terroir, on va changer de qualité du produit et se dire, je vais acheter des produits de moins bonne qualité pour essayer de maintenir un prix. Mais ça... c'est pas la philosophie de la famille, puis je crois que c'est pas la philosophie des gens qui sont amoureux de leurs produits. Donc on a décidé qu'on gardait nos produits. Donc dans mon cas, je vais pas faire du café glouglou pour reprendre une vieille pub. J'ai gardé les mêmes origines, j'ai les mêmes recettes, je ne change rien du tout. J'ai gardé mon sachet de 250 grammes et je suis bien obligé de répercuter. Alors vous me direz, je répercuter de 120%, non. À un moment, vous prenez vos chiffres, vous vous mettez devant, vous ne parlez plus en pourcentage, vous parlez en euros. C'est-à-dire que je sais qu'il me faut tant de marge brute pour pouvoir couvrir mes frais. Donc vous mettez cette somme-là, et puis vous regardez. Et au final, on arrive à quelque chose qui tourne aux alentours de 40% d'augmentation. Et qui devient... ce qui est totalement énorme. C'est énorme, oui. Mais qui est le strict minimum. Et donc, dans notre cas, on l'a fait passer en 2 fois. On l'a fait passer une première fois en novembre et la deuxième fois, elle tombe aujourd'hui. Et je peux vous dire déjà que les impacts sont violents parce que sur la première augmentation, on a vu qu'on n'a pas fait une augmentation de chiffre d'affaires comme on aurait dû se faire. On a maintenu le chiffre, donc on a baissé en volume. Ce qui veut dire que l'année va être compliquée. Et là, je demanderais presque aux Guadeloupéens d'un élément de solidarité avec nous, parce qu'il va falloir qu'on tienne. Parce que soit ils vont changer, ils vont aller chercher des produits d'import. Et de moins de qualité aussi. Et de moins bonne qualité, parce qu'il ne faut pas se leurrer la face. Quand vous avez du café qui vaut 2 € ou le sachet de 250 grammes, n'en faites pas, vous n'avez pas les meilleures origines dedans. C'est comme Madame Marguerite disait, café glouglou. Et là, il faut trouver une solution. Donc nous, aujourd'hui, on fait vivre, le monde de la torréfaction en Guadeloupe, on fait vivre à peu près 50 familles, plus
les petits agriculteurs à qui on rachète. Dans mon cas, je suis planteur aussi de café, bonifieur de Guadeloupe, donc je rachète aussi à des petits derrière qui m'amènent un sac avec 10 kilos de café parce que je leur donne 15 € du kilo. Donc, oui, parce que là, on est dans une économie. On est presque dans une. On a une spécialiste de l'économie sociale et solidaire, on est presque dans ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je revois des gens qui avaient disparu depuis quelque temps, qui vont récupérer dans leur plantation abandonnée malheureusement du café vert, du pur de Guadeloupe, et qui viennent nous l'amener, je vous dis 10 kilos, parce que 10 kilos c'est 150 €. Du coup, est-ce que là, face à cette crise, on n'a pas également une opportunité pour la relance d'un secteur local et faire de la valeur ajoutée pour nos petits producteurs? De la valeur ajoutée, c'est bien le terme, parce qu'il faut enlever l'idée qu'on va donner aux Guadeloupéens à boire que du bonifieur. C'est un produit, on n'a pas de champ comme au Brésil, on est dans une culture qui est non mécanisable, qui est en forêt, dans des terrains pentus, compliqués, mais qui donne selon les esthètes le meilleur café du monde. Donc si on comprend juste qu'on peut en faire un produit de niche à très forte valeur ajoutée, ça va permettre aux planteurs de très bien vivre. Et avec peut-être du tourisme vert autour qui peut être intéressant également en termes de développement économique et de la relance. L'habitation, la relance de tout ça. Très bien. Justement, vous parlez de Madame Chevon qui est avec nous, directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Alors ce qu'on entend sur ce plateau depuis le début de l'émission, ça nous fait quand même un petit peu peur. Et le téléspectateur, consommateur également, se demande mais comment est-ce qu'au final on peut s'en sortir dans avec ces augmentations de tarifs qui n'arrêtent pas, cette vie chère qui est galopante. Malgré tout, il y a cette petite lueur au bout du tunnel, l'économie sociale et solidaire. Avant de voir comment l'économie sociale et solidaire peut peut-être parvenir à concilier, nous faire parvenir à un équilibre entre l'économie et justement cette nécessité d'équilibre social, dites-nous qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire et quels sont les rôles de la CRES? Bien, alors effectivement, l'économie sociale et solidaire, c'est une façon d'entreprendre autrement. C'est-à-dire que les activités que vous développez sont menées justement au service de l'humain et non au service de la recherche de profit. Et c'est une économie, enfin les structures en tous les cas de l'économie sociale et solidaire, donc l'ESS, comme dans son nom raccourci, on les rencontre dans tous les domaines d'activité. Donc par exemple, effectivement, dans le domaine du sport, donc les associations sportives, par exemple, vous avez aussi des associations qui font les activités périscolaires pour les élèves, vous avez les mutuelles, vous avez des coopératives, vous avez des fondations. Donc toutes ces structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire appliquent un certain nombre de principes, donc de valeurs de l'ESS qui sont inscrites dans une loi, donc la loi de l'ESS du 31 juillet 2014. Et ça veut dire en fait que ces structures répondent à un principe déjà de limitation en fait de leur lucrativité. Donc elles sont quand même dans un modèle de recherche économique, dans une recherche de modèle économique viable, mais en tous les cas en faisant attention à ne pas à ce que les bénéfices en fait soient réinvestis au service de l'utilité sociale de la structure. Ce sont aussi des structures qui appliquent un principe de gouvernance démocratique et participative. Donc les décisions sont prises en concertation, par exemple, avec les salariés, alors bien sûr avec les partenaires, les associés, les gérants, mais les salariés aussi sont informés et font partie des décisions. Et puis, vous avez également un troisième principe qui est la recherche, comme je le disais, d'un modèle économique viable. Donc l'économie sociale et solidaire, j'ai envie de dire, réconcilie la partie économique et la partie utilité sociale. Et nous, CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, donc nous sommes un peu comme la CCI ou la CMA, donc qui sont des chambres consulaires, sans en avoir la consularité, puisque nous sommes structure associative. Et donc à ce titre, nous avons bien sûr une assemblée générale, un conseil d'administration dont le président est M. Georges Lomuneau. Et les missions de la CRES sont également inscrites dans la loi. Et à ce jour, nous exerçons 4 principales missions qui sont déjà de promouvoir
l'économie sociale et solidaire, donc de mieux faire connaître l'ESS sur notre territoire, à quoi ça sert, quels sont les acteurs, quelles sont les valeurs en fait que porte cette économie. Nous avons également une mission de représenter et défendre justement les structures de l'ESS auprès des pouvoirs publics, et nous sommes associés à cela avec le réseau des CRES, hein, donc parce qu'il existe une CRES quasiment dans chaque région, et nous avons également une mission d'appui, d'accompagnement des structures de l'ESS en matière de formation pour des porteurs qui veulent créer des activités dans l'ESS, et puis enfin une mission d'observatoire de l'économie sociale et solidaire. Très bien. C'est vrai que lorsque l'on entend ça, on a vraiment l'impression d'être dans une recherche idéale, et en face il y a cette dure réalité dont on vient de parler. Donc la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il n'y a pas une profonde incompatibilité entre le développement économique et cette équité sociale que vous recherchez? Alors non, justement, quand on entreprend dans l'ESS, il n'y a pas de dichotomie, on va dire. C'est la valeur économie sociale et solidaire, c'est de concilier le développement économique et l'utilité sociale. Donc c'est vraiment, c'est l'essence même en fait de l'économie sociale et solidaire. Très bien. Alors, comment justement cette économie sociale et solidaire peut parvenir de façon très concrète à réconcilier ces choses qui ont l'air si antagonistes pourtant par rapport à cette réalité très dure que nous vivons, le développement économique, la vie chère, et en même temps cette recherche d'équité sociale? Comment concilier tout cela? Alors déjà pour vous donner quelques exemples, c'est vrai que en tant que consommateur, on peut se dire effectivement tel ou tel produit est cher ou tel service est cher. Les structures de l'ESS, et si je vous donne un exemple, par exemple les mains de fée, le salon de coiffure Les Mains de Fée décide d'appliquer deux types de tarification. Donc un tarif social qui permet à des personnes bénéficiaires du RSA ou des personnes sans emploi ou qui ont des petits revenus de pouvoir accéder à des services de coiffure, hein, donc coupe, etc. Et il a également un tarif qu'il appelle solidaire qui permet à des personnes qui travaillent et qui ont les moyens de payer en fait la coupe au prix normal d'avoir accès au service. Donc c'est proposer par exemple des tarifs différenciés en fonction des personnes, mais tout en étant dans un même lieu, ce qui permet aussi de la mixité, de l'échange et du partage. Ça peut être aussi à travers les recycleries. Donc je pense que vous connaissez pour certaines Casa Broc, Casa Recycle. Les produits qu'ils proposent, donc c'est une structure aussi de l'économie sociale et solidaire qui travaille aussi à l'insertion, à la réinsertion de personnes et qui en même temps préserve l'environnement puisqu'il récupère, il collecte des produits usagés, enfin en seconde main, on va dire d'occasion, du textile, du mobilier, etc. Et donc en tant que consommateur, on peut aussi aller se fournir en fait à petit prix dans ce type de structure en fait, de recyclerie, de ressourcerie. Ça peut être aussi à travers peut-être que vous avez entendu parler de certains nombres de plateformes de covoiturage qui sont dans l'économie classique. Eh bien, on trouve le pendant dans l'économie sociale et solidaire. Le principe de ces plateformes, c'est qu'elles sont coopératives, elles ne prennent pas de commission, à la différence de celles qui fonctionnent dans l'économie dite classique. Et donc voilà, donc ça permet aussi aux usagers de ces plateformes et en tous les cas aux usagers, aux bénéficiaires, de pouvoir offrir un service ou un coût de trajet qui est plus petit puisqu'il n'y a pas de commission rajoutée dessus. Très bien. Je me mets à la place de monsieur ou madame lambda et qui nous écoute et qui entend justement ce que poursuit comme mission ces organisations ou entreprises dans l'économie sociale et solidaire et qui doivent se dire mais il y a quand même cette réalité qui est dure. Comment est-ce que ces gens font pour vivre ? Alors, les structures de l'économie sociale et solidaire, effectivement, sont confrontées, comme les entreprises de l'économie classique, aux mêmes difficultés, il est vrai. Alors, c'est vrai que parfois, souvent on entend oui, mais c'est beaucoup des associations. Alors oui, la réalité des chiffres de l'ESS montre que la majorité des structures de l'économie sociale et solidaire sont des structures associatives qui, de par leurs activités, sont
entre guillemets moins rentables et moins lucratives que les structures de l'économie classique. Et donc, elle compense dans une certaine mesure à travers la recherche de subventions, de fonds publics. En revanche, on est quand même dans une situation où justement les flammes des fonds publics tendent à diminuer. Donc elles sont de plus en plus effectivement aussi dans cette recherche d'efficacité économique. Alors elles s'en sortent en fonction des secteurs, hein, puisque c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de structures de l'ESS dans le champ de l'action sociale, hein, les services à la personne, la garde de jeunes enfants, etc., qui sont des services essentiels et indispensables en fait pour le territoire. Donc elles s'en sortent aussi avec un équilibre entre subventions et donc fonds publics et services en fait marchands. À vous entendre, vous, Madame Chevron et Monsieur Cholette, on peut aussi se poser la question de la mentalité derrière nos habitudes de consommation. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des pistes à voir là, revoir notre façon de consommer? On a entendu Monsieur Florentini qui nous dit que paradoxalement, le flux sur les importations au niveau alimentaire, informatique également augmente malgré les difficultés qui sont bien là et réelles. Est-ce qu'il n'y aurait-il pas quelque chose à faire? C'est une question que je lance autour de la table comme ça, Monsieur Cholette. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à... Je fais partie de ceux qui pensent que l'agriculture devrait pouvoir relancer beaucoup de choses et on a pour moi 2 pistes en Guadeloupe à traiter. Alors la première c'est l'agriculture, parce qu'en relançant l'agriculture on va aller chercher un circuit plus court et essayer de remanger des choses entre guillemets normales et de saison qui produisent sur le pays. Et puis après, la deuxième chose sur laquelle il faut que nous travaillions, et le monde politique ne va pas m'en vouloir, mais c'est mon père qui était en politique, alors il m'a donné ce virus-là, on a un problème dans le transport chez nous. Et si on veut redonner un peu de pouvoir d'achat à tout ce monde-là, c'est aussi traiter le problème du transport. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez que quelqu'un qui gagne 1 200 € par mois est obligé de mettre 600 € dans sa voiture pour pouvoir sortir à 20 h le soir, ma fille est étudiante à Paris, ça lui coûte 37 €. Elle. Donc il faudrait qu'on organise un système de transport. Voilà, mais c'est aussi ça. Il y a ma fille qui a un apprentissage gagne 500 € de plus que le Guadeloupéen qui fait la même chose. Uniquement sur le coût du transport. Et je pense que ce sont les 2 leviers importants sur le pays. C'est régler ce problème de transport réellement, avoir un vrai système de transport. Et 2, redémarrer une économie sur l'agriculture. Mais là, on a un ménage à faire dans nos têtes pour comprendre que travailler la terre, ce n'est pas un retour à des anciennes méthodes et que ça pourrait recréer, parce que ça va recréer de la richesse, on va recréer de la transformation. On a une terre exceptionnelle, tout ce que vous jetez par terre, grosso modo, vous pousse. Donc il faut qu'on relance ça. Et je ne dis pas qu'on va devenir, comme certains pensent, totalement autonome, hein. C'est impossible. Mais il n'est pas normal qu'on importe des tomates, qu'on importe des concombres, qu'on importe certains légumes tous les jours, qu'on soit même obligé d'importer du Costa Rica des ignames. Attendez, il faut qu'on arrête, quoi. Docteur Maturin-Parsat, vous êtes du même avis? Alors c'est vrai qu'il y a un effondrement de la structure agricole. Hein. Dans les années 70, la production agricole générait 20% de la richesse du territoire. En 2018, c'est 5%. La production agricole, oui, totalement un effondrement, mais qui s'explique aussi notamment par un terme que vous avez employé, c'est les habitudes. Il y a les habitudes qui ont changé. Les gens ne veulent plus travailler la terre. Il y a un désamour pour le travail le maniement de la terre. Il y a aussi des aspirations qui sont différentes. Nos parents ne voulaient pas qu'on travaille la terre. Ils préféraient qu'on travaille dans une administration, qu'on monte une activité, qu'on s'emploie, mais qu'on s'éloigne de ce qui représentait la paysannerie. C'est une évolution qui est sociologiquement compréhensible. Moi, il y a peut-être un point qui me dérange et j'entends les chants de la production locale, de la souveraineté alimentaire, et je comprends très bien l'idéologie. J'ai pas de problème avec l'idéologie. Là où je m'interroge, c'est la faisabilité. La production locale
sera de toute façon plus cher puisqu'on a des coûts de production beaucoup plus importants que ce qu'on peut trouver en métropole. On a des problèmes de rendement d'échelle qui ne permettraient pas de produire suffisamment pas trop cher pour pouvoir encourager une consommation locale. Et l'octroi de mer qui est de plus en plus objet de débat également. Alors, l'octroi de mer, c'est vrai que ça favorise la production locale, ça c'est un fait. Ça renchérit les prix des produits importés, produits locaux également. Il y a une protection donc, qui, ils préfèrent employer le terme compensation aujourd'hui, mais dans les faits c'est quand même une protection de la production locale vis-à-vis des importations. Et donc, en fait, ce qui empêcherait la production locale de pouvoir s'émanciper réellement, c'est d'une part que, bon, comme je l'ai dit, les coûts de production sont très importants. Monsieur Cholette l'a employé par rapport au café. On voit l'évolution aujourd'hui. Donc, si on se lance dans la production locale, il faut s'attendre à ce qu'on ait une production qui soit très très élevée. Il a soulevé une piste qui, je pense, serait la bonne alternative, la bonne solution. Ça serait de miser sur des productions qui sont à haute valeur ajoutée, qui justifieraient le prix élevé des produits. Il a dit tout à l'heure qu'il y a l'exemple des cafés qui venaient, qui venaient comme ça du fin fond de la terre, qu'on lui a livré à sa production. L'autre élément, c'est qu'on n'a pas suffisamment, le marché est trop petit pour pouvoir encourager une production locale qui permettrait d'atteindre des niveaux assez importants pour réduire les coûts. Donc, d'une part, les coûts de production sont trop importants parce que bon, la masse salariale aussi est un peu plus élevée que ce qu'on peut trouver en métropole. Ceci dit, la masse salariale n'est pas plus élevée qu'en métropole, mais elle est plus élevée que dans le bassin caribéen, je veux dire. Et l'autre chose, c'est que bon, le marché est trop étroit, trop petit pour encourager une production qui générait des rendements d'échelle. C'est-à-dire que plus on va augmenter la production, on va pouvoir réduire le coût unitaire des produits. Alors, avant de commencer l'émission, on parlait de volonté politique. On parle aussi de plus en plus de ce sujet, de l'autonomie, notamment de l'autonomie fiscale qui revient dans les débats publics et électoraux de plus en plus. Est-ce que cela peut être véritablement un outil pour nous aider à maîtriser, c'est la question qui tue, je vois les sourires contris. Allez-y, monsieur Cholette. La Guadeloupe, c'est une 2 chevaux, bleue comme ça. Avec un moteur peut-être en panne, et je suis pas sûr que si on la peigne en rouge, ça va devenir une Ferrari. Docteur si vous voulez, à un moment, on a une structure de pays où il y a quand même une économie administrative. Il va bien falloir la payer. Alors on le prendra comme on voudra, mais ce sera bien les Guadeloupéens qui vont la payer. Alors, est-ce que si vous vous prenez la décision fiscale, et je vais me faire injurier par certains amis politiques, mais si vous prenez la décision fiscale de tout mettre chez nous, les taux d'octroi de mer actuels ne sont pas suffisants. Parce que quand il n'y aura plus la manne de l'État qui va débarquer, il faudra bien la compenser par quelque chose. Ou à moins qu'on vienne me dire que l'on décide qu'on a moins de charges financières derrière, dues au personnel, dues à tout le reste. Parce qu'à un moment, il va bien falloir supplanter. Parce que je ne pense pas que là-haut, à Paris, soit d'accord pour nous dire prenez votre liberté fiscale, mais je continue à vous payer tout le reste. Ils vont tout fermer. Ouais. On a un spécialiste. Docteur Mathurin-Parsad, quand même, rassurez-nous, il y a quand même des choses que l'on peut faire pour pouvoir soulager le porte-monnaie des Guadeloupéens. Alors, plus sur l'aspect porte-monnaie, pas l'autonomie. Bon, les deux, est-ce qu'il y a véritablement un lien, et concrètement, à l'instant T où on parle, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire pour pouvoir pallier tout cela? Alors, concernant l'autonomie, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que quand ça a été posé sur la table, ce n'était pas du tout les préoccupations des Guadeloupéens. On était dans des préoccupations très immédiates. Donc, il y avait le pass vaccinal pour le collectif, il y a les problèmes de bichère qui sont soulevés, les jeunes. L'autonomie n'apparaissait pas dans les priorités. Le monde politique s'est assez fédéré autour de cette question-là. Je me rappelle le ministre Lecornu qui disait que c'était une proposition creuse, j'oublie exactement la formule qu'il avait employée, mais il n'y avait rien en fait le projet n'était pas présenté de façon mûre pour dire voilà le genre d'autonomie qu'on va faire.
Dans l'autonomie, il faut faire attention à la façon dont on va faire l'autonomie. Ce qui est très important, c'est la qualité des institutions derrière. Vous pouvez avoir plusieurs sortes d'autonomie, mais si c'est une autonomie qui va favoriser le clientélisme, par exemple, est-ce que ça sera une très bonne solution? Par contre, si c'est une autonomie où effectivement on peut avoir une très forte réactivité dans la prise de décision, une très forte capacité dans la spécification des réponses à apporter aux populations à un moment donné, oui, c'est une bonne chose. Mais il faut voir la façon dont on va présenter l'autonomie, la façon dont on va mettre la chose en place. Très bien. Monsieur Cholette. Vous avez dit que vous revenez de Saint-Martin. Oui. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, 2 territoires autonomes. La comparaison classique. Voilà, c'est exactement la comparaison classique. Il y en a une qui avait une vision, qui savait où elle allait, et l'autre qui a voulu, entre guillemets, copier. Ils vont pas. Daniel Gibbs ne va pas m'aimer. Mais je suis désolé, Saint-Martin est en faillite. Et Saint-Barthélemy s'en est sorti parce qu'ils avaient une vision stratégique, ils avaient une décision économique qui avait été prise et une autonomie financière qui avait été décidée sur un schéma décidé. On n'a pas encore décidé notre schéma en Guadeloupe. Donc si on sait où on veut aller, qu'on soit préparant, qu'on mette toutes nos infrastructures en Guadeloupe, qu'on valide tout, que l'agriculture redémarre, parce qu'à un moment, ce n'est pas les services qui vont créer de la richesse, c'est bien la production de quelque chose. Donc soit de l'agroalimentaire, soit de l'industrie, on n'a pas de mine, donc ce sera obligatoirement ces deux secteurs-là. Mais si on arrive déjà à relancer cette économie-là d'abord, et qu'après, dans 10 ans, 20 ans, on vient me dire qu'il faut une autonomie du pays, je suis d'accord. Donc ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. En tout cas, oui, vous vouliez rebondir. Et d'ailleurs, sur la question du secteur industriel, qui est le secteur le plus petit dans notre territoire, entre le tertiaire, l'agricole et puis l'industrie, il y a beaucoup de choses à faire. Tout à l'heure, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, le cours du pétrole a encore augmenté, les conséquences sont immédiates pour le consommateur, d'ailleurs pour le petit consommateur, les conséquences sont immédiates. On n'a pas d'industrie capable de faire du carburant pour substituer au carburant fossile, ni même d'énergie renouvelable qui est suffisamment développée. Je prends l'exemple de EDF. L'électricité à base d'énergie renouvelable, c'est de l'ordre de 15 ou 18% dans la production d'électricité totale. Alors que le Grenelle de l'environnement avait fixé comme objectif en 2020 d'atteindre 50% d'énergie renouvelable. On est très loin. On est très loin et on ne met pas suffisamment assez d'énergie dans l'énergie renouvelable. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire parce que le champ de la biomasse capable d'alimenter en termes de production de biocarburants est immense. On a énormément de choses qu'on pourrait faire. Il faudrait qu'on s'y emploie réellement. Très bien. Alors, nous arrivons presque au terme de l'émission. Une note optimiste quand même, Madame Chevon. Qu'est-ce que, au moins dans votre domaine d'expertise, à votre avis, l'on pourrait faire pour pouvoir soulager justement ce quotidien des Guadeloupéens qui subissent cette vie chère et quelles seraient les pistes que vous auriez à proposer au niveau de l'économie sociale et solidaire? Alors, c'est vrai que déjà, je pense qu'il faut réinterroger nos modes de consommation. Puisqu'effectivement, M. Florentini disait qu'on s'est rendu compte que par rapport à la crise, il y a eu une augmentation des consommations, des commandes en ligne, du e-commerce. Déjà, en tant que consommateur, pour gérer son budget, on peut se poser la question de est-ce que réellement j'ai besoin d'acheter ce que je commande? Et en l'occurrence, est-ce que j'ai besoin d'acheter neuf? Parce qu'effectivement, donc je parlais effectivement des recycleries, des objets de seconde main, mais dans l'électronique aussi, il y a énormément de possibilités de partir sur des objets reconditionnés. Donc déjà, réinterroger à mon avis, que nous sommes, nos pratiques de consommation. Après, dans l'économie sociale et solidaire, l'essence, effectivement, de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi de permettre à des personnes qui ont peu de moyens, parce qu'elles ne sont peut-être pas assez qualifiées ou parce qu'elles ont du mal à trouver du travail, en intégrant certains types de structures de l'ESS, de monter en compétences, de se réinsérer dans le champ professionnel et du coup de gagner aussi en pouvoir d'achat. Donc l'économie sociale et solidaire sert aussi ses intérêts. J'étais d'accord aussi sur la partie transport. C'est valable sur le transport et c'est aussi valable pour le logement, puisque ça contribue aussi à cette problématique de la vie chère. Donc voilà, donc il y a
En note optimiste, il faut qu'on réinterroge en fait nos pratiques. Et puis, alors, parfois c'est plus cher, mais en même temps, consommer aussi local. Les circuits courts. Alors moi, je le vois à titre personnel. Par exemple, sur des tomates cerises. Moi, ma fille aime beaucoup les tomates cerises. Maintenant, on arrive à avoir, il y a peut-être une dizaine d'années, la barquette de tomates cerises locales était 2 ou 3 fois plus chère que celle qui était importée. Maintenant, les agriculteurs arrivent à s'aligner. Donc, petit à petit, on peut faire évoluer les choses comme ça, en consommant local. Vous parliez effectivement de commandes en ligne. À noter d'ailleurs que je l'ai vu passer dans The Economics que Amazon investit également, Dr Mathurin-Parsad, sur la chaîne logistique, se dote de ses propres camions, de ses propres conteneurs et fait fabriquer des navires aussi. Donc je crois que Monsieur Florentini, d'ici l'année prochaine, pourra encore dresser le même constat. Monsieur Cholette, vous êtes d'accord avec Madame Chevon sur cette idée du consommer local comme peut-être piste de best. Juste avant, j'étais à notre réunion de MPI. Je suis administrateur des MPI aussi, donc l'Association des moyennes entreprises industrielles de Guadeloupe. Le consommer local, oui, parce qu'à un moment, il ne faut pas oublier une chose. Quand nous allons consommer quelque chose produit dans une entreprise guadeloupéenne, pure, je dirais même c'est quel petit logo connu là. Cet argent-là, on est sûr d'une chose, c'est qu'il reste ici. Tout ce qu'on va faire en achat extérieur, on fait repartir et on ne va pas faire vivre une famille guadeloupéenne. Alors je ne dis pas de venir faire vivre les Jolette, je dis de venir faire vivre les 14 salariés qu'il y a chez moi qui me permettent à qui je donne du travail. Et parce qu'aujourd'hui, il faut être sérieux. Si je voulais délocaliser Café Cholette, j'aurais pu faire produire par un major en Belgique qui produit, j'ai regardé, en Belgique, il y a une usine qui produit la production de Cholette en 1h30. Ma production annuelle en 1h30. Donc j'aurais pu faire là-bas, faire mon emballage là-bas et puis dire m'en fous. Puis non, l'entreprise locale, elle embauche local. Donc c'est un vrai engagement de rester ici. C'est un engagement de rester ici. Et ça, pour moi, c'est ça qu'il faut défendre. Il faut défendre ce schéma-là, ce schéma où on a, ce ne sont pas qu'un chef d'entreprise, c'est une entreprise avec, je dirais, sa famille derrière, avec ses salariés derrière, qui sont acteurs sur le territoire à un moment, parce que c'est eux qui vont consommer derrière, c'est eux qui roulent sur les routes, c'est eux qui font tout vivre le pays. Et c'est ça qu'il faut encourager. Il faut encourager la production locale et autant que possible, aller chercher les produits chez l'agriculteur, aller chercher la marque. Alors je ne dis pas de boire Café Cholette, mais on est 4. Alors on continue à boire chez les 4 torréfacteurs de Guadeloupe. Pas la peine d'aller boire celui qui va venir arriver de là-bas, vous ne savez pas ce que c'est. Donc c'est ça, défendre la production locale. Docteur Mathurin-Parsad, le mot de la fin pour vous, l'expert universitaire que vous êtes. Est-ce qu'il y a quand même matière à avoir espoir malgré cette réalité qui est dure aujourd'hui? Sur l'aspect pouvoir d'achat, il y a peut-être 2 choses que j'aimerais dire. Parce que c'est vrai qu'il y a un problème de concurrence, d'information des prix. Et si on arrivait à mettre en place suffisamment de concurrence entre les acteurs locaux, peut-être qu'il y aurait cette concurrence qui permettrait de faire une baisse de prix. Ça me rappelle qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a une application qui s'appelle prix.nc qui recense tout un ensemble de produits sur plusieurs commerces de l'île et qui permet d'avoir pour le consommateur une vue sur les prix dans différents produits, pour différents produits dans différents commerces. Donc ceci, ça permet aussi aux commerçants, aux entreprises de pouvoir jouer sur la concurrence en termes de prix pour attirer les consommateurs. Donc il y a peut-être cette première piste que l'on pourrait explorer, mettre en place ce genre d'application en Guadeloupe pour que les consommateurs puissent savoir où sont les prix les plus faibles et que les entreprises puissent jouer le jeu de la concurrence au niveau des prix. Et sur la consommation locale, comme je l'ai dit, j'ai un petit problème de faisabilité parce que le coût de production reste trop important. Et ce qui concerne Madame ne va pas, j'imagine, me contredire, parce que le problème du consommateur, même du petit consommateur, la première chose qu'il regarde, c'est combien ça coûte. Ouais.
Alors oui, consommer local, mais j'ai besoin de manger d'abord. Je vais consommer local après, quand j'aurai peut-être un peu plus de profit, de revenus, ou quand les prix vont diminuer suffisamment. Mais pour l'instant, j'ai un problème de pouvoir d'achat. Je ne peux pas consommer, il faut que je mange. Et je crois que ce qu'on pourrait faire là, pour aller dans ce sens-là, donner du revenu aux agents pour pouvoir consommer localement, donc ça qui permettrait aussi d'alimenter un circuit, parce que la pauvreté monétaire, la première raison de la pauvreté monétaire, c'est le non-emploi. Il n'y a pas suffisamment d'emploi, il y a trop de chômage, ce qui cause le recul des ménages en dessous du bas revenu, du seuil de bas revenu qui est de 790 € en Guadeloupe. Alors ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est donner un peu plus de revenus à ces ménages qui sont en dessous du seuil de revenu, donc ça leur permettrait de sortir pour la plupart du seuil de bas revenu, mais conditionner cette allocation à la consommation de produits locaux. Là, si on destine vers la consommation locale, ça soutient les activités locales, ça permet en même temps aux ménages modestes, aux ménages à bas revenus de sortir du seuil de leur profil de pauvreté monétaire, et donc ça permettrait aussi de générer de l'emploi derrière. Très bien. Alors l'idée, c'est de se servir du produit de la TVA qui n'est pas perçu localement, qui repart au niveau de l'État, se servir de ce produit de la TVA pour redistribuer aux ménages modestes qui leur permettrait de consommer localement. On en revient à une question de volonté politique, finalement. On en est là, maintenant on en est là. Donc, messieurs, dames, vous avez donné quelques outils à nos décideurs. On espère que vous serez entendus en vos qualités d'experts. Et j'ai entendu également ces pistes concernant la relance économique, et on invite nos téléspectatrices et nos téléspectateurs à regarder la semaine prochaine cette édition spéciale sur les pistes pour la relance économique, avec notamment, on parlait de volonté politique, Marie-Louise Panchard qui sera notre invitée, Betty Fosta également qui est dans l'économie numérique et disruptive, et aussi Aurore Costa qui est consultante en entreprise. Mais en tout cas, messieurs, dames, merci encore de vos lumières, même si le constat est difficile pour les consommateurs et les Guadeloupéens en particulier. Il y a quand même des pistes et matière à réfléchir et à pouvoir développer la Guadeloupe et un certain nombre de pratiques vertueuses. Et je regarde Mme Chevon en disant ça. Merci beaucoup, mesdames, messieurs les téléspectatrices et les téléspectateurs. À très bientôt pour une nouvelle édition spéciale des Experts au féminin.